en fait le chapitre 4, métabolisme et transfert de matière. Ces deux chapitres, ils sont étroitement liés. En fait, le premier, il parlait des formes d'énergie. Et là, on va parler véritablement de la matière. Et on va arriver aux notions, en fait, d'autotrophie et d'hétérotrophie. Alors, l'autotrophie et l'hétérotrophie, je les ai définis, en fait, en introduction. En fait, l'autotrophie, ça va être la capacité, en fait, de fabriquer ces molécules organiques à partir de molécules minérales. Donc, on va réduire des molécules minérales pour fabriquer ses propres molécules organiques. Et la cellule, du coup, elle se nourrit à partir de molécules minérales, donc non pas de molécules qui viendraient d'êtres vivants. Du coup, d'où ce nom de autotrophie, auto tout seul, quoi, et trophe se nourrir. Donc en gros, ce sont des cellules qui sont capables, à partir par exemple de CO2, de construire des glucides. Donc autrement dit, le CO2, c'est quelque chose que l'on rencontre dans l'atmosphère. C'est pas un être vivant, enfin c'est pas issu d'un être vivant. L'hétérotrophie, par contre, on verra que c'est la capacité à fabriquer ses propres molécules organiques à partir de molécules organiques, donc de molécules qui ont été déjà fabriquées par les autres êtres vivants. Donc hétérotrophe, c'est se nourrir, mais c'est se nourrir à partir des autres, hétéro. Je vous ai mis aussi en définition les définitions de anabolisme et de catabolisme. L'anabolisme, c'est la synthèse des molécules organiques. Donc, ça veut dire qu'on fabrique des liaisons covalentes au sein de molécules organiques, alors que le catabolisme, au contraire, c'est la dégradation. C'est l'oxydation des molécules organiques. Donc, on va casser des liaisons covalentes au sein des molécules organiques. Et ça va nous permettre de libérer de l'énergie, notamment pour régénérer de l'ATP. La première partie, en fait, de ce chapitre va s'intéresser à l'hétérotrophie et on va s'intéresser d'abord en fait à la glycolyse, qui est une voie du catabolisme. Alors, cette glycolyse, si je prends la diapositive numéro 3, on voit qu'elle a lieu en dehors de la mitochondrie. En fait, elle a lieu dans le... Vous m'entendez? Oui. Elle a lieu en fait dans le cytosol. Cette glycolyse, elle est basée sur un substrat initial qui s'appelle le glucose, qui est du coup qui contient de l'énergie chimique, et elle va permettre de former du pyruvate. Ce pyruvate ensuite, il continuera le catabolisme oxydatif, et il pourra aller rejoindre notamment le cycle de Krebs. Alors cette glycolyse, c'est une voie qui est très ancienne. Elle est apparue il y a 3,5 giga-années. Et cette glycolyse, en fait, alors on a pu dater, c'est vrai que j'avais oublié de répondre à la question d'Océane, mais le métabolisme modifie un peu les rapports isotopiques entre les différents isotopes, par exemple de l'oxygène, du carbone, et du coup, ça laisse parfois des traces dans les roches. Et donc, du coup, en remontant dans les archives géologiques, on peut comme ça mettre en évidence la présence de tel ou tel métabolisme. Et c'est comme ça qu'on peut estimer du coup l'apparition de ce métabolisme à 3,5 giga-années. C'est une voie métabolique, la glycolyse, qui est réalisée par toutes les cellules, qu'elles soient autotrophes ou hétérotrophes, qu'elles soient prokaryotes et eucaryotes. Donc, c'est une voie que l'on qualifie d'universelle et c'est en mettre en lien aussi avec son âge. C'est une voie métabolique qui est très ancienne. Alors, tout d'abord, cette voie, vous avez dû l'étudier et vous avez dû voir qu'il y avait en fait 10 réactions. Alors, le programme dit qu'il faut être capable de commenter et d'identifier, je ne sais plus exactement le terme qu'ils utilisent, c'est de commenter, je crois, les différentes réactions de la glycolyse. Alors, si je prends la première étape, la première étape, c'est la diapositive numéro 4. En fait, on voit qu'on passe du glucose au glucose 6-phosphate. Ce glucose au glucose 6-phosphate, c'est une réaction qui est endergonique et qui est couplée à la réaction exergonique de l'hydrolyse de l'ATP. Donc ATP donne ADP. Donc en gros, on voit qu'un groupement phosphate, le troisième groupement phosphate de l'ATP, a été transféré en fait sur
le glucose au niveau de son 6e carbone. Et donc, du coup, je me retrouve avec du glucose 6-phosphate. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est en fin de compte une phosphorylation du glucose, ou on pourrait dire une déphosphorylation de l'ATP. En fait, c'est tout simplement une transphosphorylation, c'est-à-dire qu'un groupement phosphate est transféré de l'ATP au glucose, et ainsi j'active finalement mon glucose. Hein. Ça veut dire que je vais pouvoir l'engager véritablement dans la voie métabolique. Si on regarde le delta Rg', il est de moins 33 kJ. Ça veut dire que cette réaction, en fin de compte, elle va être irréversible, et d'ailleurs, elle va constituer un des moteurs de la voie, c'est-à-dire que dès aussitôt que du glucose est présent, on va phosphoryler le glucose. Alors, ça va avoir une conséquence, c'est que du coup, quand le glucose entre dans la cellule, il entre du coup dans le cytoplasme, il se fait phosphoryler, ça veut dire qu'il ne compte plus cet individu-là, enfin cet exemplaire-là de glucose ne compte plus dans la concentration de glucose du cytosol. Et donc, ça veut dire que le potentiel chimique du glucose dans le cytosol reste bas, plus bas que le potentiel chimique du glucose dans le milieu extracellulaire. Et donc, du coup, je maintiens le gradient de potentiel chimique du glucose dans le sens d'une entrée de glucose dans la cellule. Donc, je peux continuer, en fin de compte, à faire entrer du glucose dans la cellule, puisqu'il a été transformé en glucose 6-phosphate et que ce ne sont pas les mêmes molécules. Autre chose, c'est que quand je transforme aussi le glucose en glucose 6-phosphate, vous voyez bien que sur la formule, le groupement phosphate, il est ionisé, il a 2 charges moins. Donc, ça veut dire que par rapport au glucose, le glucose, c'est une molécule polaire, mais le glucose 6-phosphate, c'est une molécule polaire et chargée. Autrement dit, c'est un ion. Et on sait que les bicouches sont imperméables aux ions. Puis, de plus, il ne ressemble plus au glucose. Donc, ça veut dire qu'il ne peut plus se fixer sur le site de fixation des glutes, ce glucose 6-phosphate. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'il est rentré dans la cellule et qu'il se fait phosphoryler, il est piégé. Il est séquestré dans la cellule, il ne peut plus ressortir. Alors, vous avez peut-être vu au passage, vous avez peut-être, pour ceux qui ont fait spécialité, vous vous rappelez peut-être que les cellules du foie sont capables en fait de libérer du glucose pour soutenir notamment la glycémie entre 2 repas. Comment elles peuvent libérer du glucose alors que ce glucose était à l'intérieur de la cellule? Tout simplement, elles ont une enzyme qui est capable finalement de déphosphoryler ce glucose phosphate, et donc de repasser sous forme de glucose et de faire ressortir du coup ce glucose. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Alors, cette voie-là, c'est une des motrices, enfin, c'est une des réactions, excusez-moi, motrices, catalysée par l'exokinase pour toutes les cellules, et il y a aussi la glucokinase pour les hépatocytes, mais on retient, nous, l'exokinase. Bon, c'est clairement une des réactions, des 10 réactions qu'il faut connaître. Donc, celle-là, il faut la connaître. La réaction 2, l'étape 2, là, je vois que je passe du glucose 6-phosphate au fructose 6-phosphate. Je suis à la diapositive numéro 5. On voit que d'ailleurs, les flèches sont dans les 2 sens, et on voit que le delta Rg' est de moins 2 kJ par mol. Donc, c'est une réaction qui est réversible. En fait, si vous regardez les formules, on a exactement le même nombre de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, de phosphore. En fait, on a juste changé la place des atomes. C'est ce qu'on appelle une isomérisation. Vous devez être capable d'identifier ça. Quand on ne change pas la formule, c'est une isomérisation. Cette deuxième étape, elle n'est pas à savoir. La troisième étape, c'est de nouveau une étape motrice, une étape fondamentale. On voit qu'on passe du fructose 6-phosphate au fructose 1,6-bisphosphate. Donc, si on regarde les formules, en fait, on avait un fructose qui avait un groupement phosphate sur le 6e carbone, on rajoute un groupement phosphate sur le premier carbone, le C1. Alors, c'est une réaction qui est irréversible. Le delta Rg' est à moins 26 kJ, et en fait, c'est une réaction qui est endergonique et qui va être couplée à l'hydrolyse de l'ATP, qui est une réaction exergonique. Donc, en fin de compte, là, c'est pareil. On voit bien qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le troisième groupement phosphate de l'ATP a été
transféré sur le fructose 6-phosphate. Donc, c'est bien une transphosphorylation. En fait, on fait une activation du fructose 6-phosphate pour donner du fructose 1,6-biphosphate par une transphosphorylation à partir de l'ATP. D'accord? L'enzyme, il va falloir retenir son nom, c'est la PFK1. D'ailleurs, vous la verrez, vous la reverrez en fait dans le cours d'aujourd'hui, puisque c'est cette enzyme-là qui est particulièrement régulée. Alors, au passage, là, vous voyez bien qu'on a fait les trois étapes. Il y a la première étape qui est à retenir, la troisième étape qui est à retenir, mais comme la deuxième est une isomérisation, bah, finalement, en retenant le produit de la première étape, c'est-à-dire le glucose 6-phosphate, et en retenant le substrat de la troisième étape, le fructose 6-phosphate, vous avez finalement retenu aussi la deuxième étape, hein, qui est glucose 6-phosphate donne fructose 6-phosphate, l'isomérisation. Donc là, on doit connaître les formules. Vous devez être capable normalement de les retrouver puisque fructose et glucose, ça fait partie des hexoses dont les formules sont à connaître et particulièrement les formules cyclisées. Vous pouvez oublier à la limite les formules linéaires si vous n'arrivez pas à les retenir. Par contre, les cyclisées, il faut les retenir. Alors, la quatrième étape, on voit que c'est une étape en fait qui va couper finalement l'exose, qui est un glucide à 6 carbones, en 2 trioses, donc des glucides à 3 carbones. Hein, donc, c'est catalysé par une aldolase. On voit bien que le delta Rg' est très faible. Hein. On est dans une réaction qui est réversible. Et on obtient en fait du dihydroxyacétone phosphate et du glycéraldéhyde 3-phosphate. D'ailleurs, au passage, glycéraldéhyde et dihydroxylacétone, c'était des formules qu'il fallait connaître. Ça faisait partie de ces formules qu'il faut connaître. Dans les oses, hein, vous aviez fructose, glucose, ribose et désoxyribose, et vous aviez dihydroxylacétone et glycéraldéhyde à connaître. C'est ce qu'on appelle une réaction de scission. On coupe une molécule en deux, hein, et cette réaction, elle n'est pas à mémoriser. La cinquième étape, c'est une étape d'isomérisation. En fait, le dihydroxylacétone phosphate est transformé en glycéraldéhyde 3-phosphate. Là, c'est pareil, on a simplement changé. En fait, en réalité, on passe d'une fonction, hein, le dihydroxylacétone, c'est un cétose. Hein, on a la fonction cétone qui est ici, et en C2. Et le glycéraldéhyde, c'est un aldose. Hein, donc là, on a les deux grandes familles, hein, les cétoses et les aldoses. Donc là, on a une fonction aldéhyde qui est au niveau en fait du carbone qui est à l'extrémité. Donc pareil, cette cinquième étape, c'est une étape qu'il ne faut pas mémoriser. Là, en fait, on est au milieu de la glycolyse. Et qu'est-ce qu'on voit? Si je prends d'ailleurs la diapositive que vous verrez dans le diaporama, ce sera dans le diaporama d'aujourd'hui, qui est la diapositive 26, où je vous ai résumé en fait vraiment les étapes qu'il faut connaître. Et sur cette diapositive-là, on voit en fait que on a transformé le glucose en 2 glycéraldéhyde 3-phosphate, donc autrement dit en 2 trioses, et cela, on a pu faire ça en engageant 2 ATP, hein, donc autrement dit, on a hydrolysé 2 ATP. Donc, au lieu de nous régénérer de l'ATP, pour l'instant, on en dépense. C'est ce qu'on appelle la phase d'investissement énergétique. On en avait déjà parlé. Donc, la première étape de la glycolyse, c'est de l'investissement énergétique. Hein, on hydrolyse, on consomme finalement 2 ATP. Hein, mais c'est pour ensuite en régénérer plus que 2. Alors, si je reprends le cours de ma glycolyse, je passe du coup à la 6e étape. La 6e étape, elle est à connaître. Hein, elle est mentionnée, hein, dans le programme. Le glycéraldéhyde 3-phosphate, en fait, va se faire oxyder en 1,3-biphosphoglycérate. Donc déjà, on voit bien que glycéraldéhyde 3-phosphate, on a un groupement phosphate qui est sur le 3e carbone et on obtient une molécule qui s'appelle 1,3-biphosphoglycérate. Donc 1,3-biphospho, ça veut dire qu'il y a 2 groupements phosphate. Effectivement, on voit bien que c'est une oxydation phosphorylante, hein, puisque on a pu fixer 2 PI. Donc là, on ne s'est pas associé à l'hydrolyse de
de l'ATP. Là, c'est simplement deux groupements phosphates qui se fixent. Alors, pourquoi il y a deux pays? Parce que vous vous rappelez qu'il y a bien deux glycéraldéhydes qui ont été formés. C'est-à-dire qu'à partir d'un glucose, je forme en fait deux molécules de triose. Et associé à cette oxydation, bah forcément, c'est de l'oxydoréduction. Et il y a la réduction d'un coenzyme, le NAD+, donne le NADH, H+. Alors là, ils ont écrit NADH plus H+, mais ça veut dire la même chose. Donc là, en fait, on voit bien qu'on a une réaction d'oxydoréduction qui est aussi une phosphorylation du glycéraldéhyde 3-phosphate qui donne du coup du 1,3-biphosphoglycérate. Et si je regarde, en fait, j'ai créé, en fait, à ce niveau, j'ai créé ce qu'on appelle une liaison phosphoacyle. Et cette liaison, en fait, phosphoacyle, elle est ici, en fait. Elle serait en fait ici. Et elle est très riche en énergie puisque son hydrolyse en fait libère 41,8 kilojoules par mol, alors que la liaison phosphoanhydre anhydride, excusez-moi, à chaque fois je fais la faute, anhydride et libère elle 30, kilojoules. Alors en tout cas, quand j'hydrolyse la liaison phosphoacyle, je vais être plus clair, je libère 41,8 kilojoules. Et pour fabriquer une liaison phosphoanhydride qu'on trouve par exemple quand on régénère de l'ATP à partir de l'ADP, il me faut 30,5 kilojoules. Donc je vois bien que la sixième étape, c'est une étape clé puisqu'elle me fabrique finalement une molécule qui a un haut potentiel d'hydrolyse, plus haut finalement que l'ATP. Donc, je vais pouvoir m'en servir ensuite pour régénérer l'ATP. Et justement, cette sixième étape, il faut la connaître. Et septième étape, je vois que j'engage finalement, je vais couper finalement la liaison phosphoacyle, qui était à ce niveau-là, et je vais coupler ça à la régénération de l'ATP. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai transféré le groupement phosphate du 1,3-biphosphoglycérate vers l'ADP. Et du coup, j'ai formé de l'ATP et je finis avec du 3-phosphoglycérate. Donc, mon groupement phosphate qui était sur le carbone numéro 1 du 1,3-biphosphoglycérate, il a été transféré sur l'ADP pour former de l'ATP. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je vois bien que c'est toujours une transphosphorylation. Et là, finalement, c'est une transphosphorylation qui active l'ADP pour former de l'ATP, donc qui régénère de l'ATP. D'accord? Donc, cette étape-là, c'est une étape qu'il faut connaître puisque on voit bien que la sixième étape, c'était l'étape clé qui permet de fabriquer finalement un composé à très haut potentiel d'hydrolyse et on hydrolyse ce composé pour justement régénérer de l'ATP. D'accord? Vous rappelez, vous commencez à comprendre tout le sens quand je disais que l'ATP était une molécule à haut potentiel d'hydrolyse, mais pas la plus haute. Elle avait une position un peu intermédiaire. Diapositive 11, je suis à la 8e étape. C'est une étape qui est pas fondamentale à retenir. C'est simplement une isomérisation du 3-phosphoglycérate et je passe le groupement phosphate sur le carbone 2 et j'obtiens le 2-phosphoglycérate. Je vois que c'est une réaction qui sont comme toutes celles que j'ai vues là, la 6e et la 7e, la 8e. C'est des réactions qui sont réversibles, moins 3 kilojoules par mol. Donc, en gros, cette étape-là, elle n'est pas fondamentale. La 9e étape, elle est de nouveau, c'est une étape qui est fondamentale parce qu'on va faire la même chose, créer de nouveau une molécule à haut potentiel d'hydrolyse. En fait, je passe du 2-phosphoglycérate. En fait, je fais une déshydratation, donc je fais un départ d'une molécule d'eau et je crée ici, vous voyez bien, une double liaison entre le carbone 1 et le carbone 2 et j'obtiens du coup une liaison phosphoénol. Et cette liaison phosphoénol, vous voyez que c'est extrêmement énergétique. Si je coupe une liaison phosphoénol, je libère 61,9 kilojoules, ce qui est largement supérieur aux 30,5 kilojoules qui sont nécessaires pour créer la liaison phosphoanhydride qui me permet
qui est nécessaire pour passer de l'ATP à l'ATP. Donc là, de nouveau, j'ai fait du phosphoénol pyruvate, qui est une molécule à très haut potentiel d'hydrolyse. Et du coup, 10e étape, celle qu'il faut retenir, quand je vais hydrolyser du coup le phosphoénol pyruvate, je vais du coup pouvoir libérer suffisamment d'énergie pour faire une réaction endergonique qui est une réaction de régénération de l'ATP. Donc là, on voit bien que le phosphoénol pyruvate donne du pyruvate. Et en fait, tout simplement, le groupement phosphate qui était au carbone 2 a été transféré sur l'ADP pour former du coup de l'ATP. Cette étape-là, c'est une réaction irréversible. Donc, c'est la troisième réaction qui sera motrice de la voie. On voit bien que son delta Rg', il est de 14 kJ par mol et elle est du coup catalysée par la pyruvate kinase. Donc, si je prends ma diapositive 26 que vous allez trouver dans le diaporama, mais que j'ai envoyé sur le forum suite à une question de Clotilde, la diapositive 26, on voit bien que ce que j'ai retenu, c'est vraiment les étapes 1, l'étape 3, l'étape 6 qui est fondamentale et la dernière étape, d'accord tiens, je vois bien qu'il y a un truc il faut que j'efface des petites choses que j'ai laissées tomber. Et du coup, il y a 3 noms d'enzymes à retenir. C'est l'exokinase qui catalyse la première réaction motrice, la PFK1 qui catalyse la troisième réaction qui est motrice, enfin la troisième réaction qui est la deuxième réaction motrice, et la pyruvate kinase qui catalyse la troisième réaction motrice qui est la 10e. Et vous devez, par contre, connaître les bilans énergétiques. On voit bien que si dans la première étape, la première phase, la première réaction et la troisième réaction consomment une molécule d'ATP chacune, et dans la deuxième phase, de la 6e à la 10e phase, à la 10e réaction, on est ce qu'on appelle sur le retour sur investissement, puisque la 7e étape me permet de fabriquer 2 molécules d'ATP et la 10e me permet de fabriquer 2 molécules d'ATP. Donc au total, j'ai fabriqué finalement 4 molécules d'ATP, j'en ai consommé 2. Donc ça fait un bilan pour l'ATP à la sortie de la glycolyse de 2 molécules d'ATP. Par contre, j'ai aussi fait du pouvoir réducteur. J'ai fabriqué 2 molécules de NADHH+, au niveau de la 6e réaction. Et ça va avoir son importance. Alors, diapositive 14, mon bilan total, en fait, et donc que vous devez connaître, ça c'est indispensable. Un glucose, finalement, plus 2 ADP, plus 2 PI, plus 2 NAD+, donne 2 pyruvates, plus 2 ATP, plus 2 NADHH+, plus H2O. On voit en fait que dans l'équation bilan, il n'y a pas du tout besoin d'O2. Donc, ça veut dire que cette glycolyse, elle pourra se faire en condition aérobie en présence d'O2 ou anaérobie en absence d'O2. On voit que fondamentalement, et notamment grâce à cette 6e étape, 6e réaction, qui est une oxydoréduction, en fait, on oxyde finalement le glucose en pyruvate et c'est couplé à la réduction du coenzyme NAD+ en NADHH+, donc on forme du pouvoir réducteur. Et enfin, on voit bien qu'en termes d'ATP, on consomme 2 molécules d'ATP au niveau de la première réaction et de la troisième réaction, mais on en régénère 2 au niveau de la 7e réaction et 2 à nouveau au niveau de la 10e réaction. Donc, ça fait un bilan net finalement de 2 ATP par glucose engagé dans la glycolyse. J'ai pour le petit 2, le profil énergétique de la glycolyse indique les moteurs de la voie. Je les ai déjà en fait évoqués, mais si vous regardez la diapositive 16, vous voyez bien qu'il y a 3 grosses chutes en termes de delta Rg'. La première réaction, la troisième réaction et la 10e réaction, ce sont les réactions motrices. La réaction motrice principale, ce sera véritablement la troisième réaction qui est catalysée par la PFK1. Et donc, si je veux contrôler la glycolyse, il faut contrôler forcément les enzymes, puisque les réactions, je vous rappelle, elles sont infiniment lentes sans les enzymes. Donc, si je contrôle l'activité des enzymes, si j'accélère ou je ralentis l'activité des enzymes, je peux accélérer ou ralentir du coup la glycolyse. Donc là, dans le cours que vous allez étudier, vous allez voir justement comment on peut inhiber et stimuler finalement la PFK1
Et je vous ai mis aussi les informations sur l'exokinase et sur la pyruvate kinase, qui sont les enzymes qui catalysent la réaction 1 et la réaction 10, mais qui sont plus pour information. Hein. Ce qu'il faut se concentrer, hein, c'est apprendre surtout la PFK1, puisque c'est vraiment le contrôle, enfin cette troisième réaction, c'est vraiment le moteur principal. Dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est la notion de voie. Le voie métabolique, là on voit bien à travers, quand on a étudié ici la glycolyse, à chaque fois qu'on forme finalement un produit pour une réaction N, et ce produit sert de substrat pour la réaction N+1 et ainsi de suite. Donc, on voit bien cette notion de voie. Ça veut dire qu'en fait, les réactions, elles s'enchaînent les unes des unes vis-à-vis des autres. D'accord? Et je vous renvoie en fait au chapitre sur les enzymes où on avait expliqué pourquoi une réaction qui était irréversible était un moteur par rapport aux autres, aux réactions qui sont réversibles. Est-ce qu'il y a des questions sur cette glycolyse? Je me rends compte que j'ai pas fait de pause et du coup, je vous ai pas demandé des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, mais ça, c'est pas forcément que sur la glycolyse, ça serait l'importance de la glycolyse par rapport aux ATP synthase. Au niveau des rapports des créations d'ATP. Oui, alors tu vas voir, ça va être justement du premier point de ton cours. On voit bien, là, j'ai repris la diapositive 3. On voit bien qu'on a créé du pouvoir réducteur, NADH+. Et ce pouvoir réducteur, en fait, ces deux molécules de NADH+, elles vont aller dans la mitochondrie et elles vont aller servir à la chaîne respiratoire. Elles vont aller à ce niveau-là, au niveau de la chaîne respiratoire pour se faire réoxyder. D'accord? Et du coup, en faisant tourner du coup la chaîne respiratoire, elles vont générer du gradient de protons et donc une force protomotrice et du coup permettre la régénération d'ATP. Donc effectivement, là, on a dit qu'il y avait un bilan de 2 ATP. Ça, c'est pour les ATP régénérés par transphosphorylation. Mais via l'ATP synthase, on sait que, je vous rappelle, si vous avez appris votre chaîne respiratoire, quand je oxyde un NADH+, je peux transloquer 10 protons. Et comme il me faut 3 protons pour régénérer un ATP au niveau de l'ATP synthase, ça veut dire qu'avec 10 protons, je vais pouvoir faire 3 molécules d'ATP. On avait vu ça, on avait vu le bilan net de la chaîne respiratoire. Donc, en gros, puisque ma glycolyse, elle me réduit 2 NADH+ par glucose engagé, il y aura du coup 2 NADH+ à oxyder sur la chaîne respiratoire, ce qui va me transloquer 10 protons pour l'un et 10 protons pour l'autre. Et en tout, ça va nous permettre de régénérer du coup 2 fois 3 ATP, c'est-à-dire en tout 6 ATP. Donc, le bilan total, si tu prends la mitochondrie, ça va être 2 ATP par transphosphorylation plus 6 ATP par l'ATP synthase, donc un bilan de 8, à condition qu'il y ait de l'O2. S'il n'y a pas d'O2, on ne peut pas faire tourner la chaîne respiratoire. Et donc, si on est en anaérobie, votre bilan, il s'arrêtera à 2. Est-ce que c'est compris? Oui, merci. Kylian, j'ai répondu du coup à ta question? Oui, du coup, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. J'ai utilisé en fait le tableau de Coll sur reproduction, je me rappelle même plus du sujet. C'était quoi? C'était vous pouvez me le rappeler? Reproduction végétale et milieu aérien. Ah oui, la reproduction, voilà. Oui, j'ai un trou, voilà. Reproduction des végétaux et milieu aérien. Alors, vous pourrez voir, en fait, on a eu toute une discussion avec un certain nombre d'entre vous. C'est-à-dire que je me suis amusé, en fait, à effacer les illustrations et le titre de la leçon de Laure et de Margot. Et on voyait bien qu'on n'arrivait pas à trouver le titre, en fait. On trouvait en tout cas d'autres titres. Quand on a mis l'illustration, on s'est rapproché du titre de la leçon, mais on l'a pas non plus parfaitement. On avait aussi du mal à trouver l'intitulé de la leçon. Donc, pour ceux qui font l'école, pour ceux qui n'ont pas encore fait l'école, vous faites bien attention. Ça, c'est quelque chose qui est important. Il faut que
Si vous avez fait un tableau de colle et que le professeur s'amuse à effacer l'intitulé à partir des titres des parties et des sous-parties, ou à partir des légendes et de l'illustration et des titres de cette illustration, on doit pouvoir être capable de deviner parfaitement l'intitulé de la leçon. Sinon, ça veut dire que vous ne collez pas parfaitement finalement à la leçon. Alors, donc, vous faites bien attention à ça. Et du coup, c'est comment ces tableaux de colle, toute cette discussion, je vais le mettre dans le forum. Hein, vous faites bien l'effort d'aller voir de temps en temps justement ce que je mets dans le forum DS, la bio DS, DL, DM ou je sais pas quoi là, pour regarder justement tous mes commentaires et comprendre, essayer de récupérer des bonnes idées d'autres pour voir ce que c'est vraiment un tableau de colle 5 minutes et pour aussi comprendre justement les erreurs des autres pour ne pas les faire et pour pouvoir progresser, qu'on progresse tous ensemble. Alors néanmoins, pour l'instant, je suis assez agréablement surpris. Hein. Tous les tableaux de colle là les 4 tableaux de colle que j'ai reçus, ils sont d'une bonne qualité. Hein. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a du travail et que il y a de la réflexion. Donc ça, c'est très très bien. Mais on peut progresser. Hein. Et dernière chose sur ces colles-là, avec Laure et Margot, je les corrigeais oralement. Donc, ceux qui m'ont rendu, tenez-vous prêts au cours d'aujourd'hui ou peut-être demain si on n'a pas le temps, qu'on se mette sur que par petits groupes, hein, que le groupe de colle et moi-même on se mette sur un des forums vocaux là et qu'on corrige oralement, qu'on discute justement de votre production, avant qu'ensuite je l'affiche et que je le commente dans le forum DSDLDM. Est-ce que vous avez des questions? Alors, du coup, la suite de la glycolyse aujourd'hui, vous allez voir que c'est pas compliqué. Donc